7 jours. 17-23 juin 1789, la France entre en révolution. De Emmanuel de Varesquiel. Lu par Patrick Cuban. Il est vrai que les élections des députés aux États généraux sont très vite allées de travers. Le Genevois Étienne Dumont, proche de Mirabeau, qui assiste aux assemblées primaires du bailliage de Montreuil-sur-Mer, en est effaré. Ils ne savent pas s'y prendre pour s'organiser et faire une élection. On avait déjà perdu 2 ou 3 jours en parlerie et en cohue. Un président, un secrétaire, des billets de suffrage, un scrutin, tout cela leur était inconnu. Et d'accuser le gouvernement de légèreté, sinon d'ignorance, pour n'avoir pas mieux exercé son contrôle dans une affaire aussi grave et insolite qu'une élection populaire. Pourquoi, se demande encore Dumont, le gouvernement n'a-t-il pas eu l'idée d'édicter un règlement précis et rigoureux? Des règlements existent pourtant et ont été publiés pour chaque province particulière, mais beaucoup les jugent vicieux, sur bien des points, et surtout personne ne les respecte. Adrien Duquesnoy, futur député de Bar-le-Duc, s'en plaint et va jusqu'à dire qu'on s'en moquait. On oublie les ordres du roi et on n'en fait qu'à sa tête. Le 9 mars, un arrêt du Conseil annule et casse les réunions particulières organisées en dehors des assemblées de communauté et de bailliage prévues au règlement, ce qui prouve assez que ces dernières existaient en nombre. Une fois les électeurs réunis, les présidents nommés par le roi sont récusés. Les lieux des délibérations envahis par des agents extérieurs, les nobles écartés. À Paris, par exemple, le lieutenant civil du roi au Châtelet, Engrand d'Aleret, qui devait présider l'Assemblée générale des 300 grands électeurs du tiers à l'archevêché, est démis de ses fonctions et remplacé par un avocat au Parlement, Jean-Baptiste Target, qui comptera bientôt parmi les députés les plus radicaux des États généraux. Les assemblées intermédiaires de district ne se passent pas beaucoup mieux. Un touriste allemand, qui assiste à celle du couvent des Petits Augustins, rive gauche, n'en revient pas de voir tous ces artisans aubergistes et autres boutiquiers, qui pour l'occasion ont revêtu leurs plus beaux habits, se battre et monter en chair 4 ou 5 à la fois pour faire prévaloir leur vue. Il en conclut, un peu désabusé, que décidément les Français sont impertinents et bavards. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que le roi, en leur permettant de voter à leur guise, les a rappelés à leur dignité. Il leur a surtout donné le sentiment irrépressible et quasi furieux de leur liberté. Cette conscience-là n'est pas prête de s'éteindre. Les rapports de force et d'influence n'en prennent que plus d'importance. L'écrivain Jean-François Marmontel, l'un des grands électeurs parisiens, évoque l'évidente mainmise de quelques-uns, parmi les plus remuants et les plus bruyants. L'orgueil fait mouvoir bien des têtes et 1000 personnes intriguent pour être députées, note encore un nouvelliste. Un autre parle même de cabales indignes. Ces influences-là sont d'autant plus prégnantes qu'en ville, au chef-lieu de bailliage, les électeurs des assemblées primaires se réunissent en moins grand nombre qu'à la campagne. Et, pour des raisons qui s'expliquent facilement par la peur du tumulte, la nouveauté de la chose ou le manque d'habitude, s'abstiennent. À Rouen, on doit faire sonner les cloches de l'hôtel de ville pour rassembler les électeurs. À Paris, certaines assemblées sont à demi vides. Seuls quelques 12 000 électeurs parmi les 10 à 12% des 660 000 habitants de la capitale en droit de voter s'y rendent, ce qui représente un taux d'abstention de plus de 80%. Certains contemporains, comme l'abbé Sieyès, élu député à Paris et qui va jouer un rôle central en juin, estime même à 80 000 sur une population de 26 millions d'habitants le nombre des électeurs des assemblées du tiers sur l'ensemble du royaume, ce qui ne fait pas beaucoup. Il faut faire la part du désintérêt. Le royaume n'était pas aussi politisé à la veille de la Révolution qu'on a bien voulu le dire.